Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Katanga, septembre 1991. Chapitre 1. Épuration ethnique au Katanga. Qu'est-ce qui s'est passé au Katanga, de septembre 1991 à septembre 1995 ? La réponse à cette question se trouve dans les termes employés pour décrire les actes commis dans cette province du sud-est du Congo, pendant cette période, à savoir, l'épuration ethnique. Qu'est-ce que l'épuration ethnique ? L'Organisation des Nations Unies, grand arbitre des relations internationales depuis sa création et depuis peu, gestionnaire attitré des conflits interethniques, a dû affiner ses outils de diagnostic par la définition en termes techniques de l'épuration ethnique. Ainsi, un extrait du 9e paragraphe du rapport soumis par le rapporteur spécial, M. Tadeusz Mazowiecki, ancien Premier ministre de la Pologne, le 17 novembre 1992 à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de l'ONU, écrit « Par épuration ethnique on entend la suppression par un groupe ethnique qui exerce le contrôle sur un territoire donné, des membres d'autres groupes ethniques. Diverses méthodes sont employées à cette fin, notamment la menace, le harcèlement, l'intimidation, le mitraillage ou la pose des bombes dans les habitations, les commerces et les bureaux, la destruction de lieux de culte et d'institutions culturelles, le déplacement ou la réinstallation de populations par la force, les exécutions arbitraires, l'accomplissement d'atrocités destinées à créer la terreur parmi les habitants, telles que la torture, le viol et la mutilation des cadavres, ainsi que le bombardement des agglomérations urbaines. Sans nul doute, ce qui s'est passé au Katanga 5 ans durant, est une véritable épuration ethnique visant le peuple Luba du Kasaï ou Balubaka, communément appelé, avec intention malveillante de confinement territorial, kasaïen, aux fins de mettre en exergue la spécificité ethnique contrastive de Balubakat, ou Baluba du Katanga ou Baluba Shankadi, et autres tribus de cette province autoproclamée pour besoin de la cause purificatrice. Les Katangais authentiques. L'effet de la différence ethnique doublé d'un différend idéologique, incités à la haine tribale par les partisans de Mobutu, les autochtones katangais pourchassent les Kasaïens sans répit selon Marie-Agnès Le Plaideur de Sifia, bulletin 57b. Et que depuis 1991, les Kasaïens vivant au Katanga sont victimes des violations si violentes du droit humanitaire international, si publiques et si humiliantes non pas uniquement pour les faire partir du Katanga, mais aussi pour être sûrs, selon l'entendement du bourreau, qu'ils ne reviennent plus jamais dans la province cuprifère du sud-est du Congo après un siècle de bons et loyaux services et de cohabitation pacifique. En effet, au mois d'août 1991, dans le journal Le Soft des Finances numéro 14, Gabriel Kyungu Wakumwanza déclare, en réponse à la question de savoir « Comment mettre fin aux grèves qui depuis le mois de juillet de l'année 1991 paralyser le Katanga suite au refus de M. Étienne Tshisekedi d'occuper la primature selon l'ordonnance présidentielle le nommant à ce poste ?» Gabriel Kyungu répond donc « Pour casser les grèves au Katanga, il faut chasser les Kasaïens du Katanga et de la Gécamine. Il faut surtout chasser le PDG kasaïen de la Gécamine, M. Mulenda Mbo. » Liant la parole à l'acte, M. Kyungu, alors président fédéral de l'Union des fédéralistes et républicains indépendants UFERI, son parti politique, envoie en septembre 1991 la jeunesse de l'UFERI, la JUFERI au Katanga chasser les Kasaïens à Luena, une localité située au centre de cette province, entre Bukama et Lubudi. Cette localité sera indexée par le Centre des droits de l'homme et du droit humanitaire de Lubumbashi, CDH en sigle, comme point chaud de violation des droits de l'homme avec son cortège de viols, extorsions, tortures, arrestations arbitraires. Accusé d'entretenir la grève à la représentation de la Gécamine à Luena, le Kasaïen Katandé Moya, représentant de la Gécamine et ses corégionnaires kasaïens sont battus, molestés et chassés de la Gécamine. Pour M. Kyungu, il s'agit de sanctionner une manifestation antimobutiste des sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti phare de l'opposition congolaise. Ainsi, les exactions de l'UNA sonnent le tocsin de l'épuration ethnique au Katanga, un début qui coïncide étrangement et dramatiquement avec les pillages généralisés qui vont endeuiller la République démocratique du Congo, alors Zaïre, en date du 23, 24 et 25 septembre 1991. La violence intégrale contre la démocratie est en route.
Ainsi, dès septembre 1991, M. Gabriel Kyungu-Wakumanza déclenche une grande machine exterminatrice qui n'a de comparable dans l'histoire mouvementée du XXe siècle qu'à celle d'Adolf Hitler dans les années 30 au siècle dernier. La méthode de Kyungu pour chasser les Kasaïens du Katanga n'a rien à envier au cynisme des nazis. En effet, pour Kyungu, tout Apakalaba Kasai Mafuta et puis Kubakemisha Munyanya, nous allons enduire les Kasaïens de graisse et les faire glisser sur les rails jusque chez eux. Et pour que personne ne doute de cette option irrémédiable, Kyungu menace. Tout Abeba Ciseaux, Tuket Katanga, Tubakiye Shibenyewe. Nous allons prendre les ciseaux et couper le Katanga du reste du Zaïre et rester entre nous. Aux aboiements gutturaux et séparatistes d'un Kyungu, répondent les échos de la population katangaise qui, intoxiquée, crie à l'unisson « Kasaïens vantards, sales et méchants. Kasaïens, Mouroudiye Kwenu, Kasaïens, rentrez chez vous, sales et vantards. » Monsieur Gabriel Kyungu-Wakumanza, l'ange noir du Katanga qui se fait appeler ironie du sort, le Mandela du Katanga, exécute si bien son œuvre de chasse à la sorcière, qu'il est nommé avec L'. Accord et les félicitations du maréchal Mobutu, le 6 novembre 1991, gouverneur plénipotentiaire du Katanga par le Premier ministre Bernardin Mungul Diaka qui inaugure ainsi, 19 jours avant de quitter la rue des 3Z, siège du cabinet du Premier ministre au Congo ex-Zaïre, les exécutifs régionaux, c'est-à-dire dirigés par les originaires, terme ambigu, véhiculant un grand potentiel d'exclusion. Le mandat du nouveau gouverneur est inauguré le 14 novembre 1991, après sa prestation de serment à Guebadolit, résidence de Mobutu dans sa province natale de l'Équateur, par un discours hystérique dans lequel il appelle à la chasse à l'homme contre les Luba Kasai, présentés à cet effet comme des étrangers qui ne doivent pas oublier leur statut au Katanga et qui volent le travail et les richesses des Katangais. Quelques jours après le discours d'investiture de Kyungu-Wakumanza, les militants fanatisés de l'Uferi attaquent les commerçants kasaïens à Bukama, coupables d'avoir mal accueilli la nomination à la primature, le 25 novembre 1991 à 21h30, de Jean de Dieu Nguza Karlibon, un autre fils authentique du Katanga, et l'un des 3 pyromanes du trio maléfique Mobutu Kyungu Nguz. Le Katanga peut donc brûler avant d'inséminer la haine du voisin sur toute l'étendue de la rez-de-chaussée. Au mois de décembre 1991, une dizaine de Luba Kasai de Fungurume, un autre point chaud de violation des droits de l'homme et centre d'intolérance par excellence parce que fief électoral du gouverneur exterminateur d'Olivra da Costa alias Kyungu-Wakumanza, Yagabi pour les intimes sont massacrés par la Juferi, cette jeunesse hitlérienne du gouverneur Kyungu. En janvier 1992, c'est au tour des Kasaïens de Lukalu de faire les frais de la violence des bandes armées de Kyungu. Ceux de Lubudi et Pweto sont visités en mars suivis en avril par les Baluba de Kasulo, et en août par ceux de Kikula. Ces dernières communautés paient ainsi la participation de leurs membres aux manifestations non violentes contre la fermeture de la Conférence nationale souveraine par le Premier ministre Nguz. On sait que la répression de manifestations similaires à Kinshasa donne lieu, le 16 février 1992, à une hécatombe d'où l'on dénombre plus de 60 morts tués par balle. Il sied, à ce niveau de notre reportage, de relever certaines constantes. Depuis les premiers accrochages entre Katangais et Kasaïens à Luena en septembre 1991 jusqu'au massacre des Kasaïens à Kikula où est par ailleurs installé le premier camp des refoulés Kasaïens du Katanga, le 7 août 1992, toutes ces péripéties malheureuses se déroulent bien avant l'élection de M. Étienne Tshisekedi à la primature par la Conférence nationale souveraine. Cette élection intervient en effet le 15 août 1992 et donne lieu à l'amplification d'une épuration déjà rampante au Katanga depuis près d'une année. Comme le dit plus tard le gouverneur Kyungu-Wakumanza, de Luena à Kikula, c'était le nettoyage des chambres. C'est-à-dire une épuration rampante, focalisée dans les zones rurales, semi-rurales ou périphériques de Lubumbashi où les Kasaïens, minoritaires, sont traqués, battus et spoliés par la jeunesse de l'Uferi et expulsés aux frontières voisines vers le Kasaï d'origine. Sur les effets néfastes de l'épuration rampante, nous avons le témoignage de M. Kashinda Shongo. En effet, M. Kashinda, président de l'Union de la presse du Congo au Katanga, alors Chaba, membre de la Conférence nationale souveraine et de la société civile du Katanga,
est envoyé au Katanga du 1er au 6 septembre 1992 par le Conseil national des organisations non gouvernementales de développement du Congo. Il notera ceci dans son rapport. Pour ce qui est des Kasaïens, il faut rappeler que la plupart d'entre eux résidant dans les zones frontalières ont pratiquement tous regagné leur région. Étant donné l'interruption du trafic du train voyageurs en direction de Kasaï, les déplacements s'effectuent par route, les distances allant souvent jusqu'à 100 km, abandonnant une partie de leurs biens. Cette première phase de l'épuration ethnique, qui va de septembre 1991 au 7 août 1992, l'histoire la retient comme celle des gages du leader katangais Kyungu, à son nouvel allié le maréchal Mobutu, le financier occulte de l'Uferi et le maître inspirateur de la politique de la terre brûlée dont l'épuration n'est qu'une des manifestations macabres. Il s'agit pour Kyungu, dans cette première phase, de prouver au président Mobutu qu'il est capable de brûler le Katanga au mépris des lois humanitaires pour satisfaire à la politique de terre brûlée, perpétrée et orchestrée par le maréchal Mobutu depuis les massacres des étudiants de l'université de Lubumbashi dans la nuit du 11 au 12 mai 1990. Le maréchal Mobutu comme le gouverneur Kyungu partagent en commun la haine contre les Baluba du Kasaï. Le premier les assimile, du fait de leur appartenance à la tribu de l'opposant farouche à son régime, le docteur Étienne Tshisekedi, aux éléments acquis au changement démocratique donc déstabilisateurs de son régime dictatorial. En plus, Mobutu soupçonne les Kasaïens de contaminer les autres tribus fortement loubalisées au Katanga, au virus changementaliste. Et quand on sait que les Luba, Baluba et Loulois, et les autres tribus loubalisées représentent plus ou moins le quart de la population totale du Congo, on a là des éléments palpables pour quantifier la haine viscérale de Mobutu contre les Kasaïens. Quant au deuxième, le gouverneur Kyungu, représentant d'un séparatisme primaire largement partagé par les Katangais authentiques et hérités du colonialiste belge, le Kasaïen est l'élément extérieur qui empêche les Katangais authentiques d'évoluer positivement dans leur province, étant entendu qu'ils volent leur boulot, s'accaparent le petit commerce. D'où pour Mobutu et Kyungu, complices objectifs, le Kasaïen doit partir ou disparaître. Ainsi, le deal politique Mobutu-Kyungu ouvre son pan caché. Je vous donne les Kasaïens qui depuis 100 ans vous embêtent, et je vous donne les richesses du Katanga et en retour, vous préparez les Katangais authentiques à m'élire et vous rendez le Katanga ingouvernable chaque fois que l'opposant Étienne Tshisekedi revient au poste de Premier ministre. Nous étudierons avec preuve à l'appui cette liaison contre nature Mobutu-Kyungu dans les pages qui suivent. En effet, l'épuration ethnique au Katanga n'a pas commencé avec l'élection majoritaire d'Étienne Tshisekedi au poste de Premier ministre par la Conférence nationale souveraine. La succession de massacres de la vermine kasaïenne a débuté bien avant. Ce qui, il faut le dire, ruine la thèse mensongère soutenue à l'époque par le maréchal Mobutu selon laquelle l'élection de Tshisekedi à la primature par les délégués du peuple réunis au palais de Lingwala est à la base du ras-le-bol des Katangais à l'égard des Kasaïens, Baluba comme Tshisekedi. Néanmoins, l'arrivée de Tshisekedi par voie majoritaire à la primature a des conséquences. L'amplification d'une épuration focalisée jusqu'alors aux chambres vers une épuration embrasant le nettoyage des salons, selon les propres termes de Gabriel Kyungu. En effet, à partir du 15 août 1992, ce sont les grandes villes du Katanga et les grands centres miniers habités en majorité par les Kasaïens qui brûlent. Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kipushi. Cette deuxième phase de l'épuration ethnique consiste pour Kyungu à venger l'humiliation dans le sang, l'élection d'Étienne Tshisekedi et la joie populaire y consécutive étant ressentie, du fait de l'éviction de Jean-Ngu Zakari Ibon, fils authentique du Katanga, de la primature comme une humiliation pour les Katangais authentiques. Chef de guerre, Kyungu circule dans tout Lubumbashi en voiture décapotable ayant appartenu à Moïse Tshombe, ce 15 août pour ameuter ses troupes aux fins de se venger sur les remuants kasaïens qui profitent de la CNS pour débarquer de la primature un fils du Katanga. Et dès le début de l'année 1993, Kyungu systématise la chasse aux Kasaïens dans les entreprises et la fonction publique où nommément, les Kasaïens identifiés par liste sont empêchés de travailler, licenciés abusivement et refoulés sans droits salariaux. En même temps, Kyungu confisque toutes les marchandises appartenant aux commerçants kasaïens, même en transit, empêchant non seulement tout commerce entre les deux provinces,
mais même tout trafic ferroviaire entre le Katanga et le Kasaï, pourtant relié par le plus long chemin de fer du Congo partant de Sakania à Ilbo, soit plus de 2000 km. Cette troisième phase, c'est celle d'une épuration chirurgicale, visant non seulement la spoliation éhontée des Kasaïens œuvrant au Katanga, mais aussi l'asphyxie des provinces kasaïennes de l'Orient et de l'Occident, pourtant largement dépendantes du commerce avec le Katanga. Cette manœuvre d'asphyxie va prendre un caractère de complot national contre les Kasaïens, quand le Premier ministre Faustin Birindois, élu en avril 1993 par le conclave politique de Kinshasa, émet un décret interdisant les deux provinces bien enclavées à l'intérieur du Congo et sans échanges commerciaux avec le Katanga, leur partenaire naturel, d'avoir des échanges commerciaux avec l'extérieur. Cette mesure inique d'interdiction aux aéroports de Bipemba et de Kananga de recevoir les avions gros porteurs venant de l'Afrique du Sud et de l'Europe est encore renouvelée et renforcée au mois de janvier 1995 par le ministre des Transports et Communications du gouvernement Kengo Nsinga Udjou. Cet acharnement du ministre Nsinga Udjou et du gouvernement Kengo à asphyxier les Kasaïs par l'interdiction des liaisons aériennes avec les pays étrangers fournisseurs leur vaudront une sévère dénonciation de la part des conseillers de la République de Kasaï réunis le vendredi 27 janvier 1995 dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Ils écrivent à cet effet: décision cynique et discriminatoire de Nsinga Udjou. Monsieur Nsinga, ministre du gouvernement Kengo, vient de prendre une décision discriminatoire et criminelle interdisant la liaison aérienne entre les pays étrangers et les deux Kasaï, spécialement les villes de Mbuji-Mayi, Kananga, Lodja et Chikapa. Voilà pourquoi SIFIA, Système francophone d'information agricole, pouvait titrer dans son bulletin numéro 57B du 15 octobre 1993 sous la plume de Marie-Agnès Leplaideur, Kasaï. Les réfugiés en mal de vivre. Les vivres, note-t-elle, auront du mal à parvenir aux Kasaïens brutalement expulsés du Chaba. Le centre du Zaïre est pratiquement inaccessible. Pourtant, les Kasaïens ont bel et bien essayé de contourner le double embargo aérien, celui du gouvernement commercial, celui du gouverneur Kyungu interdisant toutes les transactions commerciales entre le Katanga et les Kasaï, pour juguler les pénuries alimentaires consécutives en se tournant vers le Kivu Holding, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, sans savoir que la guerre du Rwanda va briser ce dernier rempart contre la faim devenue famine. Ainsi, dans le journal Le Compatriote numéro 99 du mardi mois d'août 1994, mon ami, le regretté Rémi Kankondenka Batakaloa, parle de cette guerre du Rwanda qui ouvre un front aux Kasaï. Après avoir exproprié et chassé la vermine kasaïenne rampante, traduction heureuse de l'expression swahiliphone « biloulou », utilisée par les Katangais pour qualifier les Kasaïens, sur le sol katangais, le ci-devancieur Kyungu, la voix de son maître, a coupé toutes les relations commerciales entre les Kasaï et sa chefferie du Katanga Yetu. Il a poussé l'acharnement jusqu'à saisir les marchandises importées de Zambie, Zimbabwe, Botswana, Malawi et Afrique du Sud transitant par le chemin de fer national vers les Kasaï. De guerre lasse, les commerçants opérant au Kasaï ont détourné leur regard du sud-est de la République pour investir dans le nord-est. Depuis lors, Goma est devenue la plaque tournante des échanges commerciaux entre la région du Kasaï et le Kivu Holding, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. La guerre de la CPGL, avec son flux migratoire d'1 million d'émigrés, toutes tendances confondues, débarquant du Rwanda, un front s'est ouvert au Kasaï. Plus un grain de café, de haricots, de thé, ni 1 kilo de patates ou de viande fraîche. Rien du tout. À cause de l'implantation des bases des mangeurs de grenouilles et corned beef, sur le territoire national zaïrois. Vous rendez-vous compte? À combien de Kasaïens revient d'un Rwandais mort sous le regard froid de CNN ou de France 2? Dites-nous s'il vous plaît, Honoré Ngebanda, conseiller spécial de M. Mobutu en matière de sécurité et organisateur du génocide des Kasaïens au Katanga. Sur l'épuration ethnique proprement dite au Katanga, il faut dire qu'en début de l'année 1994, elle se généralise radicalement, prenant à partie non seulement les Kasaïens mais tous les non-originaires. C'est la phase de l'emballement, où les Katangais, une fois pour toutes, veulent extirper l'élément extérieur, considéré comme une sangsue qui suce les richesses katangaises au détriment des fils authentiques du Katanga et cela depuis un siècle. On perçoit là, manifestement,
L'intention du gouverneur Kyung-gu de commettre l'irréparable pour que tout retour à la normale soit impossible et non envisageable. En effet, chassés du Katanga, les Bas-Congo apporteront dans leur région d'origine, à la pointe ouest du Congo, la notion de non-originaire pour exercer des sévices humiliants sur les Kasaïens, Katangais, Kivussiens et Équatoriens vivant dans le Congo central, la province du Bas-Congo. Même les Boyomé du Haut-Zaïre et les Kivussiens vont aussi se nourrir aux mamelles de la pureté ethnique comme nous le verrons dans les pages qui suivent. Au moins Kyung-gu et son inspirateur, le maréchal Mobutu, ont bien pensé leur action pour brûler irrémédiablement ce Congo de nos ancêtres par effet d'entraînement. Ainsi, M. Denis Tougas de l'Entraide missionnaire canadienne, qui a séjourné au Katanga dans la semaine du 28 octobre au 4 décembre 1994, a-t-il constaté qu'à part Lubumbashi où subsistent encore 400 de milliers de Kasaïens et Likasi, où 10 000 familles kasaïennes sont encore entassées comme du bétail à l'Athénée de cette ville en attente d'un train hypothétique pour rentrer au Kasaï d'. Origine, 10 000 familles, otages du politique que malicieusement le gouverneur Kyung-gu essaie d'intégrer au quartier Toyota de Likasi, aux fins non avouées d'avoir toujours sous sa main du Kasaïen à casser, en cas de besoin politique, et surtout de chantage politique, à part donc ces 14 centaines de milliers des Kasaïens qui végètent encore au Katanga. Il n'y a plus de Kasaïens dans toutes les autres zones rurales, semi-urbaines ou urbaines de la région cuprifère. À Kolwezi, le gouverneur Kyung-gu a érigé, selon Michel Lungudi, dans le journal Le Potentiel numéro 552, une barrière au pont sur le Lualaba. Celle-ci filtre toutes les entrées. Tout non-originaire est refoulé sans autre forme de procès, les récalcitrants s'exposant aux traitements les plus dégradants, certains y perdant qui une oreille, qui un bras, s'ils n'y laissent pas tout simplement la vie. Ainsi donc, aucun non-originaire n'est plus admis à séjourner à Likasi rebaptisé Katanga rénové. Le cas de ces milliers de femmes, hommes et enfants entassés dans un espace équivalent à un terrain de football, la fameuse Athénée de Likasi, sans eau ni électricité et sans hygiène, nous rappelle les mouroirs des camps de concentration nazis. Le président fédéral de l'UDPS Katanga qui a rendu visite à ces malheureux, au début du mois de janvier 1995, le potentiel numéro 573 du 23 janvier 1995, n'a pu s'empêcher de noter la situation inhumaine d'hébergement qui est non seulement une atteinte caractérisée aux droits fondamentaux et élémentaires de la personne humaine, mais encore et surtout une honte non seulement pour leurs auteurs, mais pour le pays tout entier. L'indignation que ne cesse de soulever les conditions infrahumaines dans lesquelles sont placées plus de 10 000 familles kasaïennes, est entendue à l'Organisation internationale de migration OIM, qui se charge ainsi, durant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995, de rapatrier un total de 8 600 Kasaïens qui étaient parqués dans l'enceinte de l'Institut Mapinduzi, mieux connu sous le nom de Athénée de Likasi, où ils vivaient dans des conditions lépreuses après leur déguerpissement de la gare OCS, Likasi. Ils y étaient, selon le mot de l'ancien Premier ministre Faustin Birindois, stockés depuis la vaste épuration ethnique d'août 1992. Le dernier train des refoulés kasaïens quitte donc le Katanga au début du mois d'août, le 1er et le 3, et ce départ consacre, selon Jean Camp, le chargé des missions de l'OIM, la fin de la mission de cette organisation au Katanga. Le rapport de M. Jean Camp signale que cette organisation a affrété 4 trains pour rapatrier la dernière masse des Kasaïens de l'Athénée de Likasi. Un simple calcul révèle que les séquestrés de l'Athénée de Likasi ont passé 3 ans pleins allant d'août 1992 à août 1995 sur un terrain scolaire. Aujourd'hui, la date du 3 août est commémorée comme celle du dernier train des refoulés de Likasi, pourquoi pas du Katanga. Cela, à la satisfaction de leaders katangais. C'est ainsi que M. Denis Tougas de l'Entraide missionnaire canadienne, qui a rencontré le gouverneur Kyung-gu, n'a pas manqué de noter la satisfaction de ce dernier consécutive au départ des Kasaïens du Katanga. C'est un problème réglé, lui a dit Kyung-gu. C'est une page tournée, a encore dit Kyung-gu bien avant au meeting du 15 février 1994 à la place Ndonji, dans la commune de Kenya. Même satisfaction aussi à l'université de Lubumbashi, où le recteur Kilanga Musinde et le secrétaire administratif Kalaba
n'hésite pas à élever les assistants et chefs de travaux d'origine katangaise au grade de professeur d'université pour mettre fin aux rumeurs persistantes faisant état d'un retour possible des professeurs kasaïens à l'université de Lubumbashi. Pour le recteur Kilanga Musinde, le retour des professeurs kasaïens n'est pas possible, révélant ainsi le fond séparatiste katangais pour qui les kasaïens constituent un phénomène extérieur qui les empêche d'évoluer positivement sur leur propre terre katangaise. Néanmoins, en cette période-là, le processus d'évacuation forcée des kasaïens vers leur province d'origine présentait pour la ville de Lubumbashi la menace d'un véritable bain de sang, pire, peut-être que ce qu'on a vu au Rwanda en 1994. En effet, à la différence des autres villes du Katanga, Lubumbashi est habité par une forte communauté des kasaïens qui y représente, selon les travaux du professeur belge Soyer, publiés dans les Annales des facultés des sciences en 1980, 50% de la population totale de cette ville alors que les Katangais eux-mêmes ne sont que 46% avec 3% des non-originaires, selon le terme consacré par les pyromanes. Majoritaires, les kasaïens ont investi à grande échelle dans le commerce, l'agriculture, l'immobilier et les services, se présentant ainsi comme les plus grands investisseurs de la capitale du cuivre, et aussi comme la communauté la mieux structurée politiquement et socialement. En conséquence, la communauté kasaïenne rafle depuis plus de 2 décennies le poste de bourgmestre de la ville de Lubumbashi. La majorité des députés d'origine kasaïenne sont élus dans la ville de Lubumbashi même, tandis que les grands leaders katangais doivent se rabattre sur leur village d'origine pour se faire élire députés à l'exemple de Kyungu suppléant à Lubumbashi, Banza Mukalayi, Mwewa à Sakanya. C'est ainsi que, lorsque Lubumbashi s'embrase, la dernière, dans la nuit du 14 au 15 août 1992, juste après l'élection majoritaire d'Étienne Tshisekedi à la primature par la CNS, les premiers morts issus des affrontements katangais kasaïens sont katangais exclusivement pour la journée du 15 août. C'est que la communauté kasaïenne, majoritaire et mieux organisée, réagit avec la dernière vigueur contre les attaques attendues de la Jufferie. Le gouverneur Kyungu doit recourir aux diabos, tigres et autres gendarmes katangais, renforcés par la jeunesse droguée de la Jufferie venue par camion de village de la Balubakat, pour équilibrer les forces katangaises face à la réaction kasaïenne. En 1995, après 5 années permanentes d'exactions meurtrières et de menaces, les kasaïens de Lubumbashi, pressentant que les enjeux électoraux futurs donneront l'occasion aux meutes criminelles de séparatistes pour un assaut final de grande envergure, se sont préparés à rentrer dans le Kasaï, prenant soin de vendre un immeuble, un fonds de commerce pour éviter un retour au Kasaï en personnes totalement démunies comme cela s'est passé dans des apostrophes. Autres zones, Likasi, Kolwezi, Kipushi, où les Kasaïens ont tout abandonné pour préserver leur vie. Aussi les Kasaïens de Lubumbashi se sont-ils préparés non seulement à rentrer dans le Kasaï, mais aussi à soutenir, le cas échéant, un siège sanglant au cas où les Katangais tenteraient de les chasser précipitamment pour pouvoir s'approprier leurs biens, l'expropriation crapuleuse étant apparue comme l'autre face cachée de l'épuration ethnique. D'où, malgré le calme trompeur de Lubumbashi, il y eut des étincelles dans l'air, surtout en ces années 1996 à 1997, années par excellence des grandes échéances électorales, selon le président Mobutu qui avait présenté son calendrier électoral du haut de la tribune de l'ONU lors du cinquantenaire de cette institution. Malheureusement ou heureusement, le maréchal n'organisa pas les élections au Congo, ex-Zaïre. Il est destitué le 17 mai 1997 par l'AFDEL. Et le 12 juin 1997, l'Ansalu, association mutuelle des originaires de Nsanga-Lubangu, adresse ce mémorandum au gouverneur du Katanga, voire document ci-contre. Mémorandum sur la sécurité des ressortissants du Kasaï à Lubumbashi, après libération par les troupes de l'AFDL. Adressé à Monsieur le gouverneur du Katanga. Une semaine après la libération de la ville de Lubumbashi par les troupes de l'AFDEL, accueillie avec enthousiasme par l'ensemble de la population, le président de la République Laurent-Désiré Kabila a fait un meeting qui avait satisfait pleinement toute la population résidant au Katanga en général, et les ressortissants du Kasaï en particulier. Ces derniers, autrefois meurtris, assassinés, génocide, par les hommes des troupes de Mobutu sous le commandement des autorités locales en fonction. En effet,
Au cours de ce meeting, le président de la République avait déclaré que M. Kyungu wa Kumwanza devait être déchu de ses fonctions politiques et poursuivi en justice pour avoir commandé les troupes de la DSP, division spéciale présidentielle, à décimer les troupes de l'AFDL et l'empêcher de libérer le chef-lieu de la province du Katanga. En plus, le discours du président de la République présentait une déclaration claire reconnaissant le droit de tout Congolais à résider et travailler partout où il désirait sur l'étendue de la République. Ainsi, nous étions tous soulagés par ce meeting et avions félicité et remercié le président de la République par un message écrit déposé au protocole d'État, lequel message a été lu à la radio et à la télévision nationale congolaise. Hélas, depuis 4 semaines environ, une liste circulerait à Lubumbashi portant les noms des notables du Kasaï à abattre parce que, dit-on dans les milieux katangais, les Kasaïens sont contre l'AFDL et sont téléguidés par leur frère Tshisekedi pour faire des marches de protestation et toutes sortes de comportements inciviques envers le pouvoir établi. Nous affirmons que ces nouvelles sont fausses et non conformes à la réalité parce que la mutuelle ANSALU, Association mutuelle des originaires de Nsanga Lubangu, est composée de toutes les souches tribales ayant pour origine l'ancêtre Kalala Ilunga Mbidi. Nsanga Lubangu était le point de départ de la majorité des tribus qui habitent aujourd'hui les 2 provinces du Kasaï, le Katanga et le Maniema. Avant la libération, les membres de l'ANSALU adhéraient comme beaucoup d'autres aux différents partis politiques existants UFERI, MPR, UDPS. Avec la nouvelle décision gouvernementale suspendant l'ensemble des activités politiques sur le territoire congolais, la plupart de nos membres adhèrent aujourd'hui à l'AFDL. Nous nous demandons alors pourquoi les injures publiques proférées par certains Katangais contre les Kasaïens passent sur les médias de l'État de la République démocratique du Congo à Lubumbashi, radio et télévision. Nous déplorons ce comportement qui véhicule la haine des Katangais contre les Kasaïens comme cela fut le cas en 1992, 1993, 1994 sous le régime de M. Kyungu wa Kumwanza. Nous aimerions trouver dans des discours véhiculés par nos médias officiels plus d'humanité et d'amour, plutôt qu'une incitation à la haine tribale invitant au génocide. On croirait entendre la radio rwandaise de 1000 collines de sinistre mémoire. Laissons parler les faits. M. Chikaya Vincent, l'un des premiers récipiendaires du brevet au séminaire idéologique de l'AFDL, a été assassiné. Ce fait est suivi de tentatives d'assassinat sur les personnes suivantes, toutes kasaïennes. L'apôtre Mukenge, représentant légal de l'église néo-apostolique à Lubumbashi, blessé grièvement de 2 balles dans le membre inférieur droit. Pasteur Chibambe, de l'église pentecôtiste La Grâce. Chishimbi et Chiyombo, homme d'affaires. En définitive, nous demandons à Monsieur le gouverneur de la province du Katanga Gaëtan Kakuji de mettre tout en œuvre pour 1. Protéger les personnes et les biens des citoyens congolais originaires du Kasaï, résidant au Katanga. 2. Créer un climat d'harmonie, d'entente mutuelle et de fraternité entre les 2 communautés. Pour mémoire, jusqu'en 1933, le Congo était structuré en 4 provinces. Et la province du Katanga s'étendait jusqu'au territoire de Dibaya dans le Kasaï. Les Kasaïens recrutés à cette époque par l'UMHK, Union minière du Haut-Katanga, pour les mines et la BCK, chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, pour la construction de la voie ferrée, travaillaient dans leur province du Katanga. Fait à Lubumbashi, le 12 juin 1997. Pour l'ANSALU. Dr Albert Ntumba, président. Transmis copie pour information. Président de la République. Ministère de la Justice. Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Information et Presse. Directeur général de l'Agence nationale des renseignements. À la faveur du pouvoir de l'AFDL, Gabriel Kyungu wa Kumwanza a été nommé ambassadeur plénipotentiaire du Congo au Kenya, avec résidence à Nairobi. Curieusement, une année après le début de la guerre d'agression du 2 août 1998, l'ambassadeur Kyungu déserte de son poste à Nairobi pour reprendre avec l'agitation politique. Kyungu wa Kumwanza a été en effet dépêché au Katanga par les autorités de Kinshasa,
pour expliquer les méfaits de la guerre aux populations de cette province et de les inviter à se prendre en charge pour la défense de leur entité politico-administrative. Aussitôt arrivé à Lubumbashi le 6 juin 1999, Kyungu tient une séance de travail avec les autorités provinciales, réunion au cours de laquelle il rend public le calendrier de ses rassemblements populaires dans les villes qu'il va visiter. Le 9 juin 1999 commence cette tournée qui va se révéler catastrophique pour les hommes au pouvoir en général, et pour Laurent-Désiré Kabila, en particulier en tant que chef de l'État. L'ambassadeur Kyungu va s'illustrer par des attaques dirigées contre certaines tribus de la République, supposées par lui comme étant hostiles au pouvoir en place. Ce sont les cas notamment de Balamba, tribu du professeur Lunda Bululu, un des chefs de la rébellion au RCD et plus tard au MLC, et des Kasaïens, proches de Tshisekedi, président de l'UDPS. Ainsi à Kipushi, fief du professeur Lunda Bululu, l'ambassadeur Kyungu accuse publiquement les Balamba de faire le lit de la rébellion. Sans aucune preuve, il prétend que ceux-là soutiennent l'action subversive de leur frère ethnique Lunda Bululu. À Likasi, comme à Kolwezi du reste, Kyungu s'en prend violemment aux Kasaïens qui l'accusent de ne pas apporter suffisamment leur soutien à Kabila. Les bonnes consciences s'en émeuvent, les discours ethnicistes et génocidaires de Gabriel Kyungu Wakumwanza ayant dans le passé récent causé le refoulement des millions de Kasaïens. Kyungu Wakumwanza, un mauvais joker, tel est l'intitulé de l'article paru dans les colonnes de Mukuba, un journal populaire paraissant au Katanga dans sa livraison numéro 176 du 14 au 20 juin 1999, sous la plume de Godefroy Kyangwe Muleya, éditeur responsable du dit journal. Dans cet article, M. Kyangwe dénonce le discours creux, injurieux et révoltant de Kyungu Wakumwanza. L'heure étant grave, souligne le journaliste, il faut privilégier ce qui unit et non ce qui sépare. Et d'ajouter, la population n'a pas besoin que d'un meneur d'hommes de la trempe de son Excellence Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza en cette période cruciale, mais aussi d'un discours conciliant, mobilisateur et non de propos mensongers, injurieux et démagogiques. Sur sa lancée, l'éditeur du Mukuba relève que le discours de mobilisation de Kyungu à Likasi et à Kipushi est une incitation à la haine tribale. Le journaliste ne s'empêche pas aussi de faire observer que le mobilisateur s'acharne sur une seule peuplade, et ce, à cause d'un individu, Lunda Bululu, membre de la tribu Lamba et non leur leader. Grande est aussi la surprise des populations du Katanga d'apprendre que Kyungu Wakumwanza a reçu mission de descendre dans leur terroir pour sensibiliser et mobiliser les masses contre les agresseurs et ennemis de la République démocratique du Congo. Et qu'en rapport à cette mission, Kyungu Wakumwanza se met non seulement à recruter dans les rangs de son ancienne milice, la fameuse Juferi, qui a fait autrefois le malheur des Kasaïens mais à haranguer aussi les foules avec un discours insipide qui distille la division. L'autre réaction contre le discours du Katanga Yetu, de Kyungu Wakumwanza est celle des prédicateurs des églises dites du réveil qui ne se sont pas empêchés de qualifier l'action de Kyungu de destructrice. Gabriel Kyungu Wakumwanza ne tarde pas à frapper contre ceux qui osent critiquer sa croisade. Le mardi 22 juin 1999 à 6 h du matin, l'éditeur responsable du journal Mukuba, Godefroy Kyangwe Muleya, auteur de l'article Kyungu Wakumwanza, un mauvais joker, paru dans sa livraison numéro 176 du 14 au 20 juin, est arrêté à son domicile et gardé dans les geôles de l'ANER, Lubumbashi. Selon le communiqué de presse du Centre des droits de l'homme et du droit humanitaire, CDH, rédigé à Lubumbashi et daté du 22 juin 1999, M. Kyangwe a été arrêté pour avoir dénoncé le discours creux, injurieux et révoltant de Kyungu Wakumwanza. Lundi 12 juillet 1999, Kyungu Wakumwanza a fait arrêter aussi des hommes de Dieu parmi lesquels feu le pasteur Albert Lukusa Luvundu du ministère Viens et Vois, l'une des plus grandes assemblées chrétiennes de Lubumbashi, et son collaborateur, le pasteur Monardi Mpolondo Musangu de l'église Eau Vive. Les deux ministres de Dieu sont détenus au camp Mutombo, dans la capitale du Katanga, privés de toute visite. Les infortunés pasteurs font les frais de l'ire de Kyungu dont le portrait a été caricaturé par un autre prédicateur, le pasteur Mufika de Kolwezi, au cours d'une convention évangélique organisée par l'église Eau Vive de Lubumbashi. Mufika, qui n'est pas un modèle de tendresse dans ses sermons à l'endroit des gouvernants,
a jugé sévèrement le comportement de Kyungu qui a repris ses méthodes de l'ère de Mobutu. L'arrestation des 2 hommes de Dieu, tous ressortissants du Kasaï, a été perçue comme un signal chez les Kasaïens déjà pointés du doigt par la milice privée de Kyungu, la Juferi. C'est dans cette situation préludant une escalade génocidaire que la sœur Albertine Mbouyi a fait une déclaration à l'ONG La Voix des Sans-Voix, à Kinshasa, lançant un cri d'alarme aux autorités de l'État, à la société civile et aux institutions internationales, UNICEF, HCR, OMS, etc., leur demandant de veiller à la situation des droits de l'homme au Katanga, spécialement les menaces de M. Kyungu Wakumanza de refouler pour la énième fois les Kasaïens du Katanga. Ces élucubrations, a-t-elle dit, pèsent déjà sur l'amorce des initiatives de bonnes relations de coexistence ethnique entre Kasaïens et Katangais. Les menaces de Kyungu, a-t-elle prévenu, ne sont pas à prendre à la légère car avec la chute de la Gécamine, le discours xénophobe de Kyungu exaspère les bonnes consciences. Si on n'y prend pas garde, la situation des droits de l'homme au Katanga va s'empirer. Un second génocide est à craindre. Les autorités centrales de Kinshasa ont-elles entendu cette petite voix dans les ténèbres? Toujours est-il qu'au mois d'août 1999, les services de la présidence de la République à Lubumbashi, rapporte le journal Expansion Lubilanji, édition numéro 101 du 2 au 9 août 1999, ont interdit à M. Kyungu Wakumanza d'évoluer en dehors de sa résidence et de faire des déclarations publiques de quelque nature que ce soit. Kyungu Wakumanza est donc momentanément neutralisé jusqu'à son apparition à Bruxelles, à la table ronde du 14 au 17 janvier 2002. C'est dire que c'est une absence totale de vigilance que de penser que l'épuration n'a pu être possible que sous le régime Mobutu. À tout moment un gouvernement peut pratiquer la politique d'omission et laisser faire. Ce qui ne fut pas le cas en ce mois d'août de l'année 1999. 2. Il est aussi utile de noter, pour comprendre certaines obstructions informationnelles qui ont frappé l'épuration ethnique au Katanga, que celle-ci a commencé concomitamment avec les pillages généralisés de la ville de Kinshasa ainsi que de toutes les villes du Congo, entre les 22, 23 et 24 septembre 1991, soit 2 mois après les débuts des hostilités entre Croates et Serbes en Yougoslavie, cette autre école de la haine, et 1 mois après elle ouverture de la Conférence nationale souveraine. Ainsi l'information sur ces barbaries de la fin du XXe siècle s'est retrouvée redistribuée sous les lentilles d'intérêts divergents au niveau du Congo, les épurations ethniques, bien localisées au Katanga, étant occultées par les pillages qui sont généralisés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Tandis que la note libératrice d'une conférence nationale souveraine de toutes nos attentes tamisait la douleur commune, l'espoir étant que le peuple réuni en conférence nous débarrasserait rapidement d'un dictateur kleptomane, pyromane et désespérément inutile, ce qui tuerait dans l'œuf l'épuration au Katanga, celle-ci perdant son maître inspirateur. Au niveau international, Krajina et Vukovar ont la vedette, pour des raisons faciles à comprendre, sur les jacqueries meurtrières du Zaïre à l'époque. Conséquence, les secours pour les victimes kasaïennes de l'épuration tardent d'1 année tandis que l'ONU n'ouvre les yeux sur ce drame humain qu'avec 2 ans de retard. Toutefois, pour faire amende honorable aux médias étrangers et aux organismes d'aide internationaux, il faut signaler ici que dès le début de l'épuration des Kasaïens au Katanga, jusqu'à l'arrivée de la mission interagence de l'ONU au Congo en août 1993, soit 2 ans après, la politique générale des pouvoirs publics au Congo, ex-Zaïre, a été de faire une obstruction totale sur le drame des Kasaïens au Katanga, empêchant les médias indépendants de mettre pied au sud-est du Congo. On verra dans les pages qui suivent quelles subtilités obstructives et maléfiques ont été utilisées par les gouvernements Ngouze, Mungul Diaka et Birindois et même Kengo, pour empêcher l'internationalisation informationnelle du drame kasaïen, contrairement à la couverture médiatique comme dans les guerres ethniques en Yougoslavie, Rwanda et Tchétchénie. Une vraie politique d'occultation du drame intérieur qui tranche paradoxalement avec les efforts immenses déployés par les autorités politiques congolaises d'alors, pour sensibiliser la communauté internationale sur le sort de 2 à 3 millions de réfugiés rwandais parqués dans les camps de fortune à l'est du Congo. Attitude néfaste que dénoncent les conseillers de la République originaires de 2 Kasaï, dans leur prise de position du 27 janvier 1995.
Relevons aussi, cela est valable pour tout observateur attentif, un trait commun qui caractérise les différentes offensives des épurations ethniques qui ensanglantent le Congo. Elles coïncident avec des périodes de tensions politiques mettant en présence les deux termes dominants de la relation politique dans le pays. La mouvance présidentielle ou les forces politiques du conclave, FPC, qui regroupe les personnalités restées fidèles au maréchal Mobutu et à son régime d'une part, et d'autre part l'opposition anti-mobutiste autour des Étienne Tshisekedi, chef du gouvernement de transition élu par la CNS et reconnu chef de file des forces démocratiques. Ce qui fait dire à Mbuyu Luyongola, directeur du Centre des droits de l'homme et du droit humanitaire de Lubumbashi, il y a sans doute une relation étroite et nécessaire. La voix du CDH numéro 2, avril-mai-juin 1994, page 1. Et dans le cas d'espèce, dans une série d'allocutions publiques radio-télévisées prononcées au cours d'une tournée au Katanga peu après sa nomination, le 25 novembre 1991 à 21h30, Nguzi Carlibon, dont la destitution est notoirement à l'ordre du jour de la CNS, déclare que les Kasaïens n'étaient que des biloulous, la vermine qui profitait de la conférence nationale pour évincer un grand-fils du Chaba, lui-même d'un poste lucratif d'influence, la primature. Et Kyungu d'ajouter qu'il faudrait leur mettre de l'huile dans le ventre et les jeter sur les rails en direction de leur Kasaï. Concluant, le professeur Célestin Kabuya Lumuna Sando, porte-parole du président Mobutu, édicte: les Kasaïens doivent s'intégrer SIC ou partir. Surtout partir et dans les conditions les plus atroces. En effet, les moyens utilisés par les bourreaux katangais sur les victimes kasaïennes visent 4 objectifs. Assouvir un instinct de cruauté comme il se manifeste toujours chez certains individus dans des situations de violence générale, inspirer la terreur afin d'obtenir le départ des indésirables, avilir la victime afin de marquer de façon indélébile la différence ethnique, propager la haine entre les communautés afin de produire l'irréparable. Aussi, et c'est l'avis général, les viols et autres cruautés sexuelles tendent rarement à l'assouvissement d'instincts sexuels qui auraient été exaltés pendant la Grande Purge. Les conditions dans lesquelles ils sont en général perpétrés visent, outre l'effet de terreur, à avilir les victimes. D'où la présence sous la contrainte de la famille, des enfants, des voisins. Les victimes kasaïennes affirment aujourd'hui que ce qui s'est passé au Katanga n'était pas un nettoyage ethnique tendant à l'homogénéisation de la population authentiquement katangaise par l'élimination des éléments étrangers ou impurs d'origine kasaïenne. Le nettoyage ethnique offrant aux victimes, selon Jacques Julliard dans ce fascisme qui vient, 3 opportunités: le départ, la conversion ou la mort. Au Katanga, c'est un véritable génocide, une extermination, les Kasaïens n'ayant qu'à partir ou à mourir et dans tous les 2 cas dans les conditions les plus atroces. Ce qui justifie notre titre, pour stigmatiser cette technologie du meurtre légitime organisée par une puissante bureaucratie du mal, l'État congolais incarné par le maréchal Mobutu, l'organisateur de la violence intégrale contre la démocratie. La concomitance pillage-épurations ethniques, débat politique à la CNS, n'est pas innocente. Cannibalisant les infrastructures économiques par les pillages, criminalisant les rouages bancaires par la contrefaçon, souillant le vouloir vivre ensemble du peuple congolais par les épurations ethniques meurtrières, le maréchal Mobutu entreprit sa grande guerre contre le peuple du Congo coupable, selon lui, d'avoir exigé la démocratie. À cette exigence du peuple, somme toute légitime, parce que seule alternative capable d'opérer le recul de la misère, de l'injustice et de la violation des droits à l'existence, Mobutu répondit: « Vous voulez ma tête ? Je la vendrai cher. » Pillage, épuration. 2 mois après le début de la conférence nationale, c'est la réponse de Mobutu en forme d'une toile d'araignée géante tissée fil par fil avec les exécutants locaux comme Kyungu wa Kumwanza, Nguzi Carlibon pour le Katanga, le gouverneur Biéya Mbaki et Mvuma Ngeti pour le Bas-Congo, le gouverneur Bachala Kantu Wamilandu pour le Kasaï oriental, le gouverneur Moto Mupenda pour le Nord Kivu, le gouverneur Omari Leya Sissi pour le Maniema. Tout gouverneur des provinces nommés sur base de leur appartenance au MPR et aux ethnies régionales, locales. À ces complices administratifs s'adjoignent les forces armées aéroises qui, par leur politique d'omission, vont aider le maréchal Mobutu à enfoncer le Congo dans le gouffre. Ceci pour montrer au monde que sans lui, le Congo brûlerait et que démocratie rimerait avec désordre et guerres ethniques.
Ce faisant, le maréchal Mobutu détruisait l'idée moderne de nation, c'est-à-dire d'une communauté des citoyens selon le titre heureux de Madame Dominique Schnapper sorti au mois de décembre 1994 aux éditions Gallimard et couronné par le prix de l'Assemblée nationale française. La nation, contrairement au micro-nationalisme et micro-régionalisme, a un horizon d'universalité. Elle ne ramène pas l'homme à ses déterminations biologiques toujours porteuses d'exclusion. La nation élève l'homme dans ses droits juridiques, sociaux, un citoyen pouvant et devant évoluer sans contrainte aucune sur le territoire donné. En définitive, comme l'ont reconnu les évêques du Congo dans leur lettre pastorale publiée le 8 septembre 1994, l'ethnicisation et la régionalisation des enjeux politiques zaïrois aboutissent en définitive et en réalité à la destruction du pays et à la négation de l'État zaïrois. 3. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.